beaucoup. Je vous propose maintenant d'inviter notre intervenant suivant à nous rejoindre. Sébastien Marot, qui est prof à l'Université de Paris-Est, à l'école d'architecture de Paris-Est, qui est aussi professeur invité à l'EPFL et à Harvard dans la section architecture. Merci beaucoup. Alors d'abord, merci beaucoup de votre invitation. Je suis désolé parce que vous m'avez invité il y a déjà quelques mois, et puis j'étais très occupé juste à ce moment-là par ce dont je vais vous parler, une exposition. Et je me disais, je vais finir de préparer pendant que les autres parlent, mais c'était tellement intéressant, les trois conférences, que ma conférence improvisée, ou mon choix d'image improvisée, est resté ce qu'il est. Non, je tenais à le dire parce que c'est pas si souvent, je fréquente beaucoup les milieux d'architectes depuis longtemps. C'est pas si souvent que je trouve une assemblée qui manifeste une conscience aussi aiguë des problèmes qui sont devant nous et de la gravité qu'ils ont. Voilà le titre qui est venu dans le train. Changement de décor, on dit beaucoup changement de paradigme, mais je pense que ce qui nous attend, c'est un changement de décor assez radical. Oui, moi donc j'enseigne dans des écoles d'architecture, comme vous l'avez dit, et depuis en gros 15 ans, alors que j'enseignais plutôt l'histoire du paysage et l'histoire de l'urbanisme dans les écoles d'architecture où j'étais invité, depuis 15 ans, il m'a semblé qu'il fallait enseigner l'histoire de l'environnement aux architectes. En général, mon pitch pour leur vendre l'idée que c'est important, c'est de dire que quand vous conduisez, par exemple, quand vous apprenez à conduire, ça consiste à être assis à côté de quelqu'un qui est emmerdant et qui vous dit ne regardez pas que à travers le pare-brise, mais regardez aussi dans le rétroviseur. Et à raison, on vous invite à regarder dans le rétroviseur parce que si vous ne regardez pas en même temps dans le rétroviseur, il vous manque toute une série d'informations sur les dynamiques dans lesquelles vous êtes engagé, ce qui pourrait vous rattraper, qui arrive de derrière, etc. Donc je pense que la métaphore de la conduite, même s'il va falloir abandonner les voitures, mais ça vaut pour le vélo aussi, le rétroviseur est une bonne métaphore de l'utilité qu'a l'histoire pour se projeter dans la situation présente, la comprendre, et se projeter dans un avenir très incertain, qui est toujours incertain, mais qui est particulièrement bien incertain aujourd'hui. Donc voilà, je m'intéresse à l'histoire de l'environnement dans le milieu des architectes, des paysagistes et des urbanistes, et j'essaie de partager avec eux les leçons qu'on peut tirer de l'histoire aussi. De l'histoire pour la vie, pour parler comme Nietzsche. Vous l'avez dit, ça fait une dizaine d'années que je travaille aussi pour Harvard, pas là-bas, j'y étais il y a longtemps, mais depuis 10 ans, je fais ça à Rotterdam, au sein de l'agence de Homa, qui reçoit chaque semestre des étudiants, auxquels Rem Koolhaas, selon le programme qu'il s'était donné quand il a rejoint cette école il y a 20 ans, maintenant, consiste à ne pas faire des ateliers de projet, mais à les faire travailler sur ce qu'il appelle des recherches. Des recherches. Alors, ces recherches, elles sont portées sur plein de choses, et récemment, la recherche dans laquelle il les a engagées, c'est Countryside. Alors j'avais participé avec lui à d'autres de ces recherches, celles sur les éléments de l'architecture qui avaient été l'objet de la Biennale de Venise il y a 4 ans, où il regardait comme ça l'évolution de chacun
de ces éléments. Et j'étais pas parti pour travailler sur cette exposition, je l'ai d'ailleurs très peu fait, mais comme j'essayais dans mes séminaires que je donnais aux étudiants de toucher au sujet qui était abordé par leur recherche, je parlais beaucoup d'énergie et d'environnement, et Rennes m'avait dit, bah, du coup, est-ce que tu ne pourrais pas t'intéresser à un des éléments en question qui était le foyer, la cheminée, si vous voulez. Et donc, voilà. Alors, là, j'ai fait une petite participation. Là, étant donné le sujet auquel il s'attaquait, là, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, parce que je pense que les architectes, comme lui du reste, se sont focalisés énormément sur leur niche écologique particulière que sont les villes, et que, quelque part, les campagnes, la campagne, reste à définir, c'est un peu out of sight, out of mind. Et donc, il a été question d'ailleurs que je participe à cette exposition qui va se tenir bientôt au Guggenheim de New York, dans quelques mois, là. Sauf que ce qui m'intéressait dans ce sujet de la campagne n'était pas, disons, tout à fait au cœur de l'exposition projetée, qu'entre-temps, on a eu avec un groupe d'enseignants de l'école de Marne-la-Vallée cette opportunité de faire 5 expositions dans le cadre de la Triennale de Lisbonne, et que donc j'ai fait une autre exposition qui s'appelle Architecture and Agriculture, ou Agriculture and Architecture, Taking the Country's Side, petit jeu de mots, prendre le parti de la campagne, prendre la clé des champs, si vous voulez, regardez à côté. Alors vous allez voir, je ne vais pas parler de toute cette exposition parce que vous allez voir, c'est un énorme truc qui vient d'ouvrir à Lisbonne. Mais disons qu'il y avait 2 agendas pour moi dans cette espèce de, comment dire, de footnote à son exposition à lui. Je l'appelle comme ça quand je parle du Transatlantic Footnote. L'idée, c'était évidemment de regarder ces 2 disciplines jumelles ensemble. Je dis jumelles parce que, si vous réfléchissez historiquement à ce que sont ces 2 disciplines, appelons-les des disciplines, ça va plus vite. Elles sont nées en même temps, en gros, au moment de ce qu'on appelle la révolution néolithique. Il y a 10 000 ans dans le foyer des croissants fertiles, à d'autres périodes ailleurs dans le monde, comme ça, indépendamment d'ailleurs les unes des autres. Et elles sont nées ensemble. L'agriculture comme une discipline de domestication, on peut dire, de convertisseurs énergétiques que sont les plantes, les animaux. Et en même temps, et simultanément, dans cette espèce de processus autocatalytique, vous ne savez pas qui est la poule, qui est l'œuf, de sédentarisation et donc de domestication, mais dans un autre sens, des hommes par eux-mêmes, c'est-à-dire de sédentarité et de coévolution avec un territoire donné, qui se sont mis à transformer très activement. Ça, c'est la première chose. Je voulais regarder un petit peu qu'est-ce qui fait que ces 2 disciplines, qui se sont beaucoup parlé à certaines époques, se sont moins parlé à d'autres, se sont même un peu oubliés l'une l'autre, comme ça. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? À mon avis, les préoccupations environnementales dont on vient de parler amènent à relier à nouveau ces 2 disciplines, très sérieusement. L'autre agenda, c'était justement de questionner un petit peu cette omnubilation pour la ville, pour la métropole, Office for Metropolitan Architecture, vous voyez, de questionner cette espèce d'urbanolatrie qui semble chevillée au corps des professions, d'ailleurs, de projet. Les architectes, les urbanistes, et je dirais même les paysagistes. Tout architecte qui se respecte, depuis 30 ans, a ouvert une boutique sur la ville. Il a un discours à vendre sur la ville, on n'entend pas. L'urbain, etc. Le droit à la ville, aussi ces trucs-là. On n'entend pas parler de droit à la campagne, par exemple, des choses comme ça. Pourquoi?
Donc ça, c'est une question. Et donc, questionnez ça. Si vous écoutez, si vous êtes raisonnablement informé aujourd'hui, vous savez que maintenant le monde est à 50% urbain, qu'il est destiné à être à 70%, nous dit-on, urbain en 2050, je ne sais plus, etc. Est-ce qu'on en est si sûr de ça? Est-ce qu'on en est si sûr? Je résume le truc comme ça. Je dis, si vous regardez le passé, en particulier les 2 derniers siècles, depuis la révolution industrielle, on pourrait même remonter un tout petit peu plus loin. Alors clairement, il vous apparaît que l'urbanisation est un processus comme ça, inévitable. C'est le sens de l'histoire, quoi. Si vous regardez, c'est vrai que c'est plus compliqué, si vous regardez là à travers le pare-brise vers les problématiques dont on a parlé dans la première moitié de cette conférence, ce même processus d'urbanisation généralisée vous paraît impossible. Impossible. Donc, on est dans une situation qu'on pourrait résumer comme ça, une situation, on a affaire à un processus inévitable et en même temps impossible. Situation intéressante, qui peut vous plonger dans une schizophrénie complète, mais qui en tout cas doit vous inciter, nous inciter collectivement à réfléchir énormément. Donc, quelque part, l'exposition qu'on a préparée, elle est destinée à stimuler, si possible, une réflexion sur cette inévitable impossible. Ok. Ah oui, ça, je lis ça. Ça, c'est ce que je vois depuis mon bureau à l'EPFE. S'inspirer de la nature, vous ne lisez pas bien, peut-être, mais pour mieux développer des robots. Là, ça, c'est un agenda, ça. S'inspirer de la nature pour mieux développer des robots. Moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, qui a directement, comment dire, inspiré quelque part cette exposition, ce projet d'exposition il y a 2 ans, c'est la lecture de tout autre message de ça. De 2 livres. D'abord, j'ai lu celui-là. Je me disais, il faut que je m'intéresse à ça depuis un moment, puis je ne le faisais pas. Je n'avais pas sérieusement regardé. Je commençais par lire ce livre de Perrine et Charnier-Ménuire, Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes, que j'ai trouvé extrêmement stimulant. Et surtout, qui est équipé, et je vous la recommande, d'une excellente bibliographie à la fin, raisonnée. Bibliographies, quand elles sont bien faites, et ça m'a fait mon agenda pendant quelques mois de lire tout ça. Et je suis très rapidement tombé sur ça. David Holmgren, qui est le co-fondateur, co-auteur du concept de permaculteur, c'est un type qui avait 22 ans, 21 ans, 22 ans quand il fait ça, avec un autre qui avait 30 ans de plus, Bill Mollison. Alors c'est pas ce livre-là qu'il a fait, c'est le premier livre sur la permaculture. Et je lis ça, et je me dis, on a affaire à des gens de très 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 haut niveau de pensée. Pour moi, je voulais parmi ça, c'est, je sais pas, c'est le niveau des plus grands philosophes qui existent, quoi, philosophie. Et donc, au fond, j'ai eu envie de partager avec les architectes, avec les urbanistes, les leçons qui me semblent tirer de ça. Parce que ça, c'est un livre qu'il a écrit en 2000, plus tard, David. Donc, Principles and Pathways Beyond Sustainability. Il est traduit en français. Il est pas mal traduit, sauf le titre. Ils ont traduit principes et pistes d'action pour un monde soutenable. Bon. Franchement, là, l'idée, c'est une autre idée. C'est au-delà du soutenable, au-delà de cette idée qu'on va pouvoir soutenir le monde tel qu'il est. Quoi. Beyond sustainability. Ok. Donc, ça donne une expo d'architecture, une expo qui vient d'ouvrir, là, samedi dernier, c'est parce que je suis
encore un peu dizzy, au centre culturel de Bel-Air, juste à côté du couvent de l'Hieronymique, là, dans un bâtiment de Grégotti. Alors c'est pas... nous on n'avait pas la spirale du Guggenheim. On a, vous allez voir, un parking aveugle de 2000 mètres carrés. Peut-être plus grand que le Guggenheim. 2000 mètres carrés en parking aveugle pour parler des rapports entre agriculture et architecture qui me paraissent parfaitement saisis dans cette image d'un photographe qui s'appelle Joël Sternfeld, que je vous recommande absolument, qui date de 78. Vous voyez, là, il y a tout, il y a l'architecture, il y a l'agriculture, il y a la maison qui brûle, et il y a les pompiers qui récupèrent dans ce temps pumpkins, vous voyez, d'une situation un peu en déshérence, comme ça. J'en suis servi pour le poster. Nous, on a ce parking aveugle, dans lequel on a fait une exposition, on s'est dit, site spécifique. Alors, en gros, vous voyez, vous avez deux rangées comme ça. Celle-là, c'est des pilastres encastés dans le mur. Deux rangées de colonnes comme ça, de pilastres, 7 mètres les uns des autres, comme ça, 2000 mètres carrés en tout. Puis le plan d'un parking comme ça, c'est quasiment le plan d'une basilique, d'une cathédrale. Vous avez une nef centrale et deux ailes. Donc en gros, l'argument essentiel de cette exposition, il est dans la nef. Et puis il y a deux ailes. Alors l'argument essentiel, vous voyez, c'est en gros 42 vignettes. Chacune organisée en une ligne thématique, comme ça, et disposées chronologiquement les unes par rapport aux autres. Je crois beaucoup à la chronologie, au repère chronologique. La première ligne, c'est agriculture et architecture. La deuxième, c'est agriculture et urbanisme. La troisième, c'est de l'agronomie à l'agroécologie. La troisième, c'est exit oops. Pour rappeler que les mouvements back to the land ne datent pas des années 70, des années 60. Il y a eu dans l'histoire de nombreux moments, pensez à la fin de l'Empire romain par exemple, et à l'étoilement des communs à cette époque féodale par exemple. Pensez aux monastères qui sont partis chercher les déserts, comme on les appelait, qui sont devenus des sortes de CNRS, à la fois de culture qui nous ont transmis une bonne partie des cultures anciennes avec les moines copistes, et qui ont été des laboratoires d'agriculture et d'horticulture fantastiques. Donc pensez, tout ça c'est pour rappeler ces choses-là. Les villes sont avec nous, ça ne veut pas dire qu'elles vont rester. Et puis la cinquième ligne, alors elle se resserre chronologiquement très fort, elle s'appelle The Present Environmental Predicament. Et elle est centrée sur, en gros, les années 60-70. Et je vais revenir là-dessus. Je vais m'attarder juste ici, dans quelques vignettes des deux dernières. Et la dernière, c'est les principes de la permaculture. Les principes de design de la permaculture. Puis après, on verra une dernière partie, on pourrait dire c'est le cœur de la cathédrale, dans lequel on a essayé de confronter 4 récits, de distinguer et de confronter dans une sorte de boussole dans laquelle vous êtes invité à pénétrer et à vous situer, 4 récits très différents sur les rapports que pourrait prendre aujourd'hui et demain le rapport que pourrait avoir la campagne et la ville, l'agriculture et l'architecture, pour aller vite. 4 récits très différents, qui ne sont pas forcément exclusifs les uns des autres, mais qui reposent sur des compréhensions très distinctes des causes du merdier dans lequel on se trouve. Et puis donc 2 ailes, eh bien, comme on avait des cellules d'un côté comme ça, parfaites, 5 chambres de projection vidéo où on rencontre les pionniers sur ces questions. Et puis de l'autre côté, on avait un mur de 60 mètres de haut, comme ça, dans lequel on s'est payé le luxe un peu dingue, de faire une frise
chronologique depuis le paléolithique tardif jusqu'à aujourd'hui, de l'évolution de ces rapports entre architecture, technique, agriculture, urbanisme, tout ça. Les principaux événements. Alors, elle est un peu occidentalo-centrée, parce qu'on ne peut pas tout embrasser. C'est ça. Donc, je vais vous montrer juste quelques images, puisque c'est toutes fraîches, juste avant l'ouverture de truc, donc quelques images d'introduction, comme ça. Et puis, voilà, puis vous voyez, vous rentrez dans ces espèces de panneaux qui sont comme un jeu de cartes, vous savez. Et les jeux de cartes, ce qui est bien, c'est qu'il y a un dos aux cartes. Donc, là, on a des lignes argumentaires en 7 vignettes à chaque fois, puis dans le dos, on a mis des images plus connues des architectes, mais en rapport ou en résonance avec les arguments développés dans ces livres, en espérant que chacune de ces images bien connues prendrait des nouvelles résonances dans cette affaire. Ok, alors. Le dos, c'est ça. Les dos sont muets. Les faces parlent. Ok. Et puis donc, vous apercevez. On m'a dit que ça marchait super. Vous allez le passer? Voilà. Vous pouvez passer. Voilà, et puis vous voyez, vous apercevez les vidéos, et puis là vous apercevez un morceau de cette frise chronologique, là, dans son années 60. Et on l'a peint avec le Gaëtan Amossé, l'illustrateur, et il l'a peint comme ça, sur le... Bon, en avance. Ça c'est l'expo, c'était juste pour planter le décor. Donc, je vous l'ai dit, première série, agriculture et architecture. Deuxième série, agriculture, urbanisme. Je ne vais pas en parler parce que c'est trop long. Tout ça. Je m'arrête sur la 5e série dont je vous ai dit qu'elle est très centrée sur les années 60-70. Pourquoi? Parce que ces problèmes dont on a parlé tout à l'heure, il faut savoir qu'ils ont été extrêmement bien identifiés, tous, dans ces années-là. Ils l'ont déjà été avant, partiellement, depuis très longtemps. Platon, dans le Critias, a toute une description des déforestations et de l'érosion des sols de l'Attique, comme ça, très précise. Il est un véritable historien de l'environnement qui dit on est en train de ruiner le paysage de la Grèce. Et vous savez que de plus en plus d'historiens de l'environnement montrent qu'à l'évidence, il y avait derrière l'effondrement de pas mal de civilisations la façon dont ils traitaient les sols, la flotte, la forêt, etc. On est en train de réviser quelque part l'histoire de manière générale à la lumière des problématiques environnementales, et c'est extrêmement fructueux. Donc là mais dans les années 60-70, il y a, je veux dire, une prise de conscience, en tout cas dans les milieux un peu avertis, très complète de tous les problèmes qu'on a, même du changement climatique. Même du changement climatique, même si ça va se préciser au cours des années 80 en particulier. Mais tous les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui sont décrits et même évalués d'une façon très proche des derniers rapports à cette période-là. Alors on a accès à ces panneaux, je ne vais pas en faire plein, mais j'ai retenu ceux que les créateurs de la permaculture ou les concepteurs du concept de permaculture, les références qui ont été déterminantes pour eux. D'abord, tout ce mouvement autour de l'idée de la survie. Que la survie de l'humanité, la survie, etc., était en jeu avec ces questions. Vous en avez plein. Ça date déjà des années 40. Alors, plein de planètes, etc. L'almanach d'un comté des Sables de Léopold, c'est aussi juste le lendemain de la guerre, etc. Silent Spring, c'est 62. Vous voyez, juste en même temps que le bouquin de Jane Jacobs sur la mort des grandes villes américaines, etc.
Ces deux personnes sont fondamentales dans l'histoire des deux disciplines. C'est Alexandre Grothendieck, c'est bon, bref, c'est A Blueprint for Survival. Ce blueprint publié en 72, vous voyez, il est toujours valable aujourd'hui, vous pouvez le lire, je veux dire, vous le lisez, c'est une description des problèmes qui sont aujourd'hui les nôtres et tout le monde. Suivante. Image suivante. Pardon. Très important pour les concepteurs de la permaculture, pour David Holmgren en particulier, sont le travail de deux frères, Howard et Eugene Odum. Et en particulier le travail de Howard Odum. Ils étaient tous les deux par ailleurs les fils d'un régionaliste très intéressant dans le fait. Howard Odum publie en 71 un livre absolument fondamental, il s'appelle Environment, Power and Society. Jamais traduit. Beaucoup de scientifiques un peu qui s'intéressent à l'environnement à l'époque français, comme Joël de Ronet, ont pratiquement fait leur carrière sur ce livre. C'est lui qui invente l'idée du macroscope, qu'il faut voir les choses au macroscope. Joël de Ronet en fera un bouquin. C'est dommage qu'il n'ait pas traduit. Juste, donc, qui examine les rapports entre énergie, société et environnement. Qui explique en gros, vous ne voyez rien là, mais que quand vous êtes en régime agraire, c'est-à-dire quand vous êtes avant la révolution industrielle, qui est essentiellement une révolution dans l'usage des énergies fossiles et du transport, eh ben, ça donne un territoire très différent de celui des énergies fossiles. C'est décentralisé. C'est forcément un niveau de décentralisation beaucoup plus grand, puisque les sources de l'énergie, le bois, etc., sont dispersées. La nourriture, le bois, tout ça. Quand les énergies concentrées fossiles entrent en jeu, alors elles passent par la ville. Elles grossissent la mégapole et qui distribuent, en gros, cette énergie ailleurs. Donc vous avez une géographie qui est induite par tout ça, par le type d'énergie que vous mobilisez. Et Odum, dès 71, mais juste avant sa mort en 2000, il le rappellera très bien dans A Prosperous Way Down, Principles and Policies, la grosse question dès 71 pour lui, c'était comment on se prépare au moment où ça va changer. Comment on se prépare à ça? Quand je dis changement de décor, c'est très très faible. C'est changement de territoire. Totalement. On peut s'attendre à ce qu'on ait affaire à un changement de territoire absolument complet. Ça, c'est central pour la permaculture. Évidemment, la grande référence, toujours en 72, le livre qui a je dirais, lancé le mouvement environnemental sérieusement, c'est Les limites de la croissance. The Limits to Growth en 72, qui, pour ceux qui ne le sauraient pas très bien, donc un groupe du MIT qui travaille pour le Club de Rome, sur une commande du Club de Rome, qui modélise en dynamique des systèmes, vous voyez, les données sur la population mondiale, les données sur le produit industriel brut, sur les ressources naturelles, etc. Donc ils rassemblent tout ce qu'ils pouvaient rassembler comme données à l'époque, et puis ils font tourner leur modèle World 3 comme ça, lequel, en gros, leur dit qu'à l'échelle mondiale, à l'échelle de l'économie mondiale, c'est un modèle, eh bien on pourrait s'attendre à quelque chose comme un effondrement systémique, en gros, aux alentours du premier tiers, vous voyez, entre le premier tiers et la moitié du 21e siècle, avec des effets après évidemment sur la population, sur tout ça. Bon. Le truc, c'est qu'il faut savoir, tout le monde leur est tombé dessus. Tous les économistes leur sont tombés dessus. Hayek, tout ça, tous leur sont tombés dessus. Enfin, c'est des scientistes, ils comprennent rien, etc. 20 ans après, parce que si le mot durable a encore un sens, là, vous avez des chercheurs qui ont fait un travail durable. 20 ans après, ils font un update, ils font une mise à jour, qu'ils appellent significativement Beyond the Limits, dans lequel ils répètent, en gros, ils ont amélioré les données sur tout, qu'ils pouvaient rassembler sur tout ça,
il répète en gros le même message, simplement en disant 20 ans plus tard, et comme on est toujours dans le scénario business as usual, donc il va se produire peut-être un peu plus vite qu'on pensait, peut-être, je ne sais pas. Vous voyez, et ça va être plus compliqué à gérer. Parce que maintenant, on commence à taper dans le capital. Vous voyez. Ça a lancé toutes les recherches sur l'empreinte écologique, etc. Et puis, en 2004, ils font un 30-year update, voyez, qui sortent, etc., avec en gros les mêmes conclusions. Ok. Alors, quand j'ai lu pour la première fois le traité de permaculture qui sort en 1978, ah oui, vous pouvez me mettre là-dessus. Ah bah. J'étais très intéressé à un moment de voir qu'ils font référence à un critique d'architecture dont j'avais jamais entendu parler. Je fréquente le milieu depuis un moment, je lis beaucoup. Ouais. Et il parle d'un certain Colin Moorcraft. Je n'ai jamais entendu parler de ce type, etc. Bon, je fais des petites recherches, je m'aperçois qu'il a quand même, il était un contributeur à Architectural Design à partir de 70, le mec a 23 ans à l'époque, et en 72, il sort tout un numéro, que vous connaissez sans doute pour certains, qui s'appelle Designing for Survival. Ouais, vous voyez là, et il fait un article dedans, qui porte ce titre lui-même, et qui est en 72 par un mec de 25 balais, architecte, qui sort à peine de l'Architectural Association, où il est collègue de Colas, à ce moment-là. Il sort un article, allez, super épais, super bon, on vient de le traduire, on va le faire paraître, donc, dans lequel il fait un procès, et c'est très tôt pour le faire, de la révolution verte, c'est-à-dire de l'exportation, de l'industrialisation de l'agriculture aux pays des tiers-mondes, comme on les appelle à l'époque, et des effets désastreux sur l'exode rural, sur, etc. Un portrait au couteau de ça, et à la fin duquel il conclut par un chapitre qui s'appelle Beyond Industrial Technology, donc sur les nouveaux systèmes, les nouvelles rationalités qu'il faudrait développer post-industrielles, et il les définit en 3 principes. Le premier, c'est la coopération, le deuxième, c'est l'intégration, et le troisième, c'est la flexibilité et la réparation. Et il définit la coopération de la façon suivante. Il dit un système coopératif, technique coopératif, c'est un système dans lequel chaque élément remplit plusieurs fonctions et où chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Donc vous voyez, c'est un fonctionnalisme. Mais c'est très exactement un alter-fonctionnalisme. C'est-à-dire c'est un fonctionnalisme à l'opposé du modèle fonctionnaliste que les architectes modernes des années 20 ont embrassé, où le modèle était l'industrie. C'était la machine, séparation des fonctions, vous voyez, pour l'efficacité de chacune. Là, c'est l'inverse. Le modèle, c'est pas l'industrie, on pourrait dire le modèle, c'est l'écosystème. Donc vous avez quelque part un fonctionnalisme 2.0, dont le modèle qui simplement adopte un autre modèle de fonction. Voilà, la même année, il a publié un livret de qui est d'ailleurs traduit en français, qui s'appelle Must the Seas Die, sur le métabolisme des océans, enfin, un type assez... Alors, j'ai fait des tas d'enquêtes, parce qu'après, il disparaît. Après ça, quasiment, par un petit bouquin, à un moment, sur l'énergie des villes, mais en 80, puis il disparaît de la circulation, en tout cas du monde des architectes. Et donc, je cherche, je vais par LinkedIn, etc., puis j'ai fini par le trouver, et il est là. Il a que 70 ans, il a que 70 ans, il continue à réfléchir énormément à toutes ces questions. Et il est où? Il vit où? À Lisbonne. Donc, chaque fois, c'est ce que je dis aux étudiants, soyez paranoïaques à mort, parce qu'à la fin, vous êtes toujours récompensé, c'est la définition de la paranoïaque. Donc, il est à Lisbonne, donc j'en passe d'ailleurs, et un des buts de l'exposition, c'est de mettre en avant, on a fait une interview comme ça, comme, vous voyez, l'autre. Comment dire? Il y a eu Rainer Banham, pas mal. Moorcraft, bien bon. Après, il y a ça, dans le genre technologie post-industrielle, tout ce qui s'est appelé Radical Technology, Alternative Technology, Appropriate Technology, Intermediate Technology, une réflexion fondamentale à cette époque, et des bouquins absolument extraordinaires.
comme ces chercheurs du Pays de Galles, ici, super. Qu'on regarde. Donc, ça c'est le texte dans lequel, en 78, naît le concept de permaculture qui se définit comment? Qui se définit comme une théorie du design appliquée, une approche, un design approach des questions horticoles, etc., de la nourriture, de comment on se nourrit, comment on se procure des fibres et de l'énergie, pour être relativement indépendant, soit au niveau quasiment du foyer, soit surtout celui du collectif. Voilà. Et évidemment, comme c'est des gens qui prennent plutôt la clé des champs, qui partent, qui s'installent pour créer des mondes résilients, on dit ouais, mais ça peut pas marcher pour autre chose. Sauf qu'ils réfléchissent en même temps au monde en travaillant à un monde. D'ailleurs, je me demande si on peut prétendre être citoyen du monde aujourd'hui si on n'est pas actif dans la construction d'un monde, plutôt que d'être un nomade généralisé. L'éloge du nomadisme est à chier depuis longtemps. Ben oui, parce que qu'est-ce qui permet aux nomades, aux nomades contemporains, citoyens du monde, ben c'est énormément d'énergie, il faut aussi pour marcher. Donc, je pense qu'il serait bienvenu de célébrer la sédentarité, de l'enchanter, la sédentarité, parce que ça risque d'être le lot d'à peu près tout le monde. En 2008, Holmgren, après les bouquins dont je vous ai parlé, fait un petit bouquin super bon, qui s'appelle Future Scenarios. Tout petit, je l'ai traduit, il va bientôt paraître. Dès que je viens de finir l'expo, je vais chercher un éditeur. Qu'est-ce qu'il fait dans ce truc? C'est très simple. En gros, image suivante. Voilà. Là, ça c'est la traduction, vous voyez, elle est prête. En gros, je reprends ce schéma, il dit quoi? Il dit, en gros, alors c'est à la louche, comme ça, il dit en gros, on a deux problèmes simultanément. Un qui résume par le concept de global warming, qui est en gros la dégradation générale des conditions du vivant, dont on ne sait pas si elle va être lente ou rapide, bénigne, voyez, ou grave. On ne sait pas à quelle échéance. Ça grave, avec les rapports de GIEC tout le temps, mais en gros. Et puis il y a un autre truc qui est contemporain, qui est la descente énergétique. Descente énergétique forcée par la rareté, ou descente énergétique forcée par le besoin de ne pas utiliser Donc il dit la chose suivante. Si vous les croisez, ces deux choses, il dit vous avez 4 scénarios différents. Le premier, encore beaucoup d'énergie dense, fossile, autrement dit de puissance mobilisable, et un changement climatique sévère. Alors là, dit-il, il appelle ce scénario Brown Tech. Ça veut dire que vous allez être vraisemblablement confronté à une situation où on investit à mort dans le high-tech, on a la puissance pour ça. Et on est dans des États hyper-dirigistes. Ils ont les moyens de l'être. On construit des digues contre la montée des eaux, etc., etc. Si vous êtes vous avez toujours beaucoup d'énergie, mais que vous avez un changement climatique bénin, alors on peut être dans le rêve du green tech, vous voyez, dans lequel on est un peu tous, il faut bien le reconnaître, depuis un moment, l'Europe. Et là-dedans, vous avez de quoi préparer une transition en allant chercher des métaux rares encore et des terres rares, etc. et vous construire des batteries pour tout ça. Vous pouvez tirer des panneaux solaires et des éoliennes à grande échelle. Bon. Si vous êtes dans le scénario inverse de celui-ci, fast oil decline, mais changement climatique encore bénin, ça c'est le scénario idéal de la permaculture, ben vous avez quoi? Essentiellement, vous avez un exode urbain. C'est-à-dire que les gens se rapprochent de l'énergie dispersée, là où elle se trouve. Vous voyez, vous avez un étoilement des choses.
Et puis enfin, le dernier, où c'est les deux qui sont dans le noir, il appelle ça lifeboats. On ne fait pas des guerres mondiales, parce qu'il n'y a pas d'énergie pour les faire. Faites pas ça avec, vous voyez, des moulins à eau, la guerre mondiale. Mais en gros, vous pouvez être dans Mad Max, quand même, ici ou là, comme ça. Donc, vous voyez, ce que je trouve très intéressant ici, alors ces scénarios, ils ne sont pas exclusifs les uns des autres. Vous pouvez avoir des endroits où ils se produisent, alors que d'autres se produisent ailleurs. Ils peuvent même être emboîtés les uns dans les autres pendant un moment, comme ça. Mais c'est une machine à réfléchir sur les implications des problématiques environnementales. Alors, donc voilà, là, alors je passe très très vite sur ce que les principes de la permaculture. J'adore infliger aux architectes, je prends même un plaisir quasiment sadique à infliger aux architectes un peu les mandalas de la permaculture qui suscitent chez les architectes et chez les designers une espèce de répulsion esthétique absolument dingue. Pourquoi? Parce que les architectes vont tout de suite vers l'esthétique et se posent assez peu la question du contenu de toutes ces choses. Le contenu est absolument excellent. Et ce que je leur dis aux architectes, vous devriez vous mettre en tant qu'esthète et homme de goût au service de philosophie solide. Vous devriez vous mettre à l'aide des gens qui réfléchissent sérieusement et depuis 40 ans aux questions auxquelles on est confronté. Aidez-les à être meilleurs esthétiquement si vous pensez qu'ils ne le sont pas assez aujourd'hui. Ok. Et donc je défile. Où est-ce que je... 5 minutes. J'ai fini. Bon, bah alors si j'ai 5 minutes, je vous passe sur les principes comme ça. Ils redécouvrent toute une philosophie du design, mais j'ai pas le temps d'expliquer. Ils épaississent les territoires. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture permanente? C'est une agriculture qui n'est plus du tout dans les deux dimensions de la monoculture. Elle devrait commencer à vous intéresser, elle prend du volume. C'est de l'horticulture volumétrique. C'est de la quasi-architecture. C'est même presque de l'hyper-architecture, de ce point de vue. Elle reconsidère intégralement l'urbanisme à la lumière de cet interfonctionnalisme. Chaque élément, une poule par exemple, ne fait pas que des œufs. Elle produit de la chaleur, elle fait plein de choses, donc elle peut être logée dans un système, vous voyez, où ses besoins et les services qu'elle rend prennent beaucoup plus d'ampleur. Et puis chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Voilà. Et puis, tu disais tout à l'heure que les banlieues ne sont pas forcément les moins bien placées pour répondre aux questions, même les banlieues américaines qui pourraient juste cesser de cultiver de la pelouse et se mettre à faire plein d'autres choses. Le dernier bouquin de David Holmgren s'appelle Retro Suburbia, ouais, et il est absolument fantastique. Rob Hopkins, dont vous avez tous entendu parler, c'est un permaculteur, qui transpose à la ville des choses. Et s'il y a un bouquin que vous ne connaissez peut-être pas, c'est celui-là, Lean Logic, qui est un des types qui a beaucoup inspiré Rob Hopkins, et qui est un des... Je recommande ce gros pavé, qu'avec des gravures, qui est paru en 2016, quelques années après la mort en 2010 de son auteur, génial. A Dictionary for the Future and How to Survive It. Je ne connais personne qui ait poussé aussi loin la capacité d'imaginer ce que représenteraient les enjeux d'un monde post-pétrole, un monde balayé par le changement climatique, par toutes ces choses-là, et la réinvention de communs locaux. L'autrice se termine sur une citation sur la climatérie de la situation actuelle, le climax dans lequel on se trouve et qui va faire. Et donc je termine juste par mes 4 scénarios. La qualité n'est pas très bonne. Mais en gros, je vois 4 scénarios, 4 récits possibles sur les rapports entre agriculture et architecture, urbanisme et campagne. Le premier, c'est l'incorporation, en tous les sens du terme, capitaliste aussi du terme.
les villes, les métropoles absorbent l'agriculture, soit avec des buildings that grow food, voyez, mais aussi en donnant les tours de contrôle d'une campagne, voyez, de monoculture, avec tout le high-tech qu'il faut, avec encore moins de paysans, et où l'agriculture n'est plus une affaire de personne, c'est une affaire de corporation de plus en plus grande. Il y a des environnementalistes qui présentent ça comme un truc dans lequel il faut aller. Il y en a. La deuxième, c'est un peu différent. C'est assez proche de ce que Paola Vigano appelle ici la ville horizontale. J'appelle ça la négociation ou l'intégration. C'est-à-dire les métropoles continuent de s'étendre, mais en intégrant l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture comme des composantes du programme d'une nouvelle métropole. Négociation, on pourrait dire, entre les deux. Très en lien avec l'histoire de l'urbanisme, Broadacre City, même la Garden City, d'une certaine manière, procède de cette espèce d'idée. Le troisième, et ça c'est ce qu'on entend plus quand les gens parlent, disons, d'agriculture urbaine, je l'appelle infiltration. C'est acupuncturellement en général, vous voyez, les toitures, les délaissés, le terrain, qui devient une petite communauté, les AMAP, tout ce truc. Il n'y a pas vraiment de plan, mais ça peut prendre une proportion massive. À Détroit, par exemple, ou bien à la Havane, dans la période spéciale. Et ça, c'est plutôt de l'infiltration. C'est l'agriculture qui pénètre comme ça, qui complexifie la ville existante, quelque part. Et puis, il y en a un dernier, forcément, qui est l'opposé du premier, et que je pousse peut-être un peu les choses en l'appelant la sécession. La sécession, c'est on sort, même si on est dans les territoires métropolitains, on sort de l'orbite des métropoles, de leur système de distribution, et on essaye localement de construire des mondes, une fédération de mondes et de communs. Et il est clair que la philosophie de la permaculture apporte beaucoup à cette façon d'envisager les choses. Voilà, ça c'est mes copains avec qui on a fait ça, et je vous remercie de votre attention. Elle va se déplacer. Il est même question, il est fort possible, qu'elle vienne ici, à l'Anvers. Alors je ne sais pas quelle forme elle aura exactement, elle aura les mêmes ingrédients, mais il faudra qu'elle ait une autre forme, parce qu'on n'aura pas 2000 mètres carrés, je pense. Mais il est tout à fait question, il est plus que question qu'elle vienne à l'EPFL, à Archizoom, en mars. C'est-à-dire, là, elle dure à Lisbonne jusqu'en février. Quoi? Ah oui! Voilà, il y a un petit résumé qui est paru il y a 2 mois dans la revue Tracé, un entretien que j'ai fait avec Marc Frochot, que j'aime bien. J'aime Marc Frochot et j'aime l'entretien qu'il a fait. Un catalogue de l'exposition que vous avez fait? Le livre est prêt. Le livre est prêt. On attend la colle à froid, on attend qu'elle sèche. Elle aurait dû être là le jour de l'exposition, mais en gros, toute la partie centrale dont je viens de vous parler, elle est exactement la structure du catalogue qui paraît qu'en anglais pour l'instant, donc on va le faire ensuite. Entre les 4 derniers scénarios que vous nous avez donnés, entre le premier et le quatrième, ce sont des extrêmes, vous avez l'air de dire que le premier, c'est vraiment pas une bonne idée. Dans les mégapoles, est-ce qu'on peut faire Autrement. 4? Ouais, simplement, ce que j'essaye de faire, j'ai une formation de philosophe. Les philosophes qui aiment bien faire, c'est des distinguos. On entend parler d'agriculture urbaine, etc. Puis on nous montre des trucs, cette valise transporte des marchandises très différentes. Donc moi j'aime bien
distinguer qu'est-ce que ça veut dire exactement. C'est pourquoi je propose cette espèce de boussole, parce que je ne dis pas, si vous voulez, moi j'ai un instinct. Mon instinct, en gros, me fait être très proche du scénario sécessionniste, avec une tendance à doucher vers l'infiltration, avec une modeste et conditionnelle tolérance pour la négociation, et avec une instinctive méfiance des solutions high-tech. Voilà. C'est mon truc. Maintenant, je pense que nous n'avons pas caricaturé ces quatre positions, qu'évidemment, comme les scénarios de Holmgren, elles ne sont pas exclusives absolument les unes des autres, mais il faut bien comprendre qu'elles sont aussi quatre façons très différentes de comprendre les raisons du problème. Oui, quatre interprétations très différentes de la nature des préoccupations environnementales. Et là, il n'y a pas beaucoup de négociations possibles entre elles. J'ai juste une question de définition, parce que j'ai commencé à lire et à travailler sur la permaculture. L'agroécologie englobe la permaculture englobe l'agroécologie. Je ne fais pas, alors là vous allez trouver que je suis un mauvais philosophe parce que je ne fais pas de distinction très grande là-dessus. On a travaillé avec Mathieu Calame sur toute la partie qui s'appelle de l'agronomie à l'agroécologie. Lui est un des champions de l'agroécologie. Je vous invite d'ailleurs à lire Toutes affaires cessantes, son livre Comprendre l'agroécologie, qui est remarquable. Il est à la fois lausannois et parisien. Et donc l'agroécologie, je dirais plus que c'est quelque chose qui vient d'agronomes avertis, qui se sont mis à critiquer de l'intérieur l'agronomie et qui ont proposé une sorte d'alternative à tout ça qui s'appelle l'agroécologie. La permaculture, ça vient très bottom-up d'activistes, en l'occurrence Holmgren, des gens comme ça, qui se sont mis à pratiquer la construction de mondes résilients ici ou là. Mais de fait, il y a papier à cigarette entre les deux, ils s'entendent. Ils ont tout pour s'entendre. Je vous propose qu'on passe maintenant à la table ronde. J'invite tous les intervenants